En fait, le Kagami Gyalaki, ça veut dire briser le miroir. Alors on peut se dire quel miroir, mais dans la religion Shinto, le miroir c'est très important. Mais dans le cadre de ce Kagami Gyalaki, il faut imaginer que sous les couvercles, vous avez du saké. Et la surface du saké représente un miroir dans lequel chaque participant va pouvoir se regarder. Et il y a un mot en japonais qui est le même mot à la fois pour l'esprit et pour le cœur. Donc il s'agit d'une purification du cœur et de l'esprit. Et lors de chaque grand projet que l'on va commencer, vous construisez une maison, un commerce, dans les arts martiaux au tout début de l'année aussi, on effectue ce Kagami Gyalaki. En brisant ce tonneau de saké, on va renverser un petit peu de saké, c'est pour ça qu'on porte des habits pour se protéger. Et les divinités de la nature, des arbres, de la forêt, des lieux, même ce lieu à Paris, pour les Japonais, il y a des divinités qui habitent, qui adorent le saké, vont apprécier ça et vont être très heureuses, et ça va apporter du bonheur et de la réussite à tous les projets qu'on va entreprendre. Voilà. Alors ça va aller assez vite, on va d'abord faire une petite photo tous ensemble, et puis on va faire une fois. Donc on fait d'abord une photo à l'arrêt. Saisho wa minasa yaranai shashinを撮って後で3回その後でも写真 OK? じゃあ頑張りましょう。はいフォト、最初フォト。よいしょよいしょよいしょね、bravo, photo, photo, collègues, photo. Et tout le monde, vous avez un verre, j'espère, on va vous servir. Pour les participants sur scène, si on peut apporter des verres. Ah, voto santé! Santé! Si nombreux. Alors je vous présente Rie Matsumoto. Donc voilà, qui m'accompagne dans cette conférence, et je vais vous expliquer bientôt pourquoi. Voilà. Donc excusez-moi, je prends quand même mes petites notes que j'ai mises à l'envers. Voilà, donc vas-y, assieds-toi. Donc, je vous remercie d'être venu écouter cette histoire du maikake. Donc, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est un maikake, mais c'est ce tablier japonais traditionnel, très ancien. Et donc, je vais vous parler du maikake aujourd'hui, et du maikake, enfin, de l'histoire du maikake et du maikake aujourd'hui. Entrez. Venez. Alors, alors, tout d'abord, cette conférence est liée à un livre qui sortira en librairie le 4 octobre prochain sur le maikake. C'est un livre que j'ai écrit donc cette année, qui retrace l'histoire du maikake dans les temps, mais aussi la géniale entreprise d'un japonais qui s'appelle Kazuhiro Nishimura, qui s'est lancé dans la fabrication à nouveau du maikake, alors que le maikake était tombé complètement en désuétude au Japon dans les années 70. Et donc je vais vous parler de tout ça. Mais le thème, bien sûr, de cette conférence, c'est, comme nous sommes au Salon du Saké, le rapport du maikake avec la relation très étroite qu'il y a entre ce tablier et le... Venez, je vous en prie. Et le saké. Alors, je voudrais tout d'abord donc vous représenter Rie Matsumoto. C'est grâce à Rie que j'ai connu Kazuhiro Nishimura, donc l'entrepreneur japonais qui a relancé la fabrication. Et donc je la remercie d'être là, mais je la remercie surtout de m'avoir fait présenter Kazuhiro il y a maintenant 4 ans, en 2000. Et elle est son interprète en fait sur les salons, et nous on était voisines et amies, donc c'est ainsi que la relation s'est faite. Et Rie a une autre corde à son arc, elle est musicienne et elle est accordéoniste, je tiens à le dire, et elle joue du musette français donc, mais voilà. Et elle organise à Tokyo un bal musette chaque année, et je crois que tu repars bientôt au Japon pour faire danser la java, la valse aux Japonais dans d'autres régions du Japon. Voilà.
Donc, le maikake. Alors, maikake, pour déjà définir le nom, c'est composé donc de deux parties. Mae qui veut dire devant en japonais et kake qui veut dire suspendre en gros. Donc, c'est ce qu'on suspend devant soi. Peut-être, je ne sais pas si vous savez, mais jusqu'au XVIe siècle, en fait, en France, on appelait, il y avait pas, le mot tablier n'existait pas, et on appelait le tablier un devantio ou un devantial, ça dépend, c'est même resté dans certaines régions. Donc c'était déjà cette idée qu'on protège ce qui est devant, on protège les vêtements, et on protège aussi son corps. Voilà, donc le maikake, c'est très difficile de définir quand est-ce qu'il a été vraiment créé au Japon. Il y a 4 ou 5 siècles, ça a été certainement très progressif et au départ il était fait dans de la toile de voile. Donc c'est un tablier, comme vous pouvez le constater, donc rectangulaire, qui a toujours les mêmes dimensions. Il est fait dans un coton très très épais. C'est pour ça qu'il protège, et avec une ceinture vermillon. Je vous expliquerai la signification de la ceinture tout à l'heure. Alors, il protège bien sûr des salissures, il protège les vêtements, mais il protège aussi des coups, en fait. C'est pour ça qu'il est très long et qu'il arrive très bas en dessous des genoux. Comme ça, quand les gens se cognent, etc., ça amortit un petit peu les chocs. Donc, à l'époque d'Edo, et jusque dans les années 60, c'est toi qui m'as expliqué ça, Rie, le saké, le miso, tous les produits japonais, la sauce soja, etc., rien n'était évidemment conditionné en petite quantité, c'était tout dans des fûts, etc., donc il fallait transporter ces choses très lourdes. Et il y avait aussi tous les gens qui débarquaient, qui déchargeaient les bateaux. Et donc, en fait, ce maikake qui est très simple, finalement, qui est très long, en fait, il pouvait le mettre, voilà, on se le mettait sur l'épaule aussi. Parfois, il était un peu plus long. Et donc, en fait, il avait de multiples façons de l'utiliser pour se protéger. Donc, vous pouvez le mettre sur son épaule et mettre une barrique. D'ailleurs, je peux vous montrer dans le livre, on a mis des photos très anciennes. Et voilà, je ne sais pas si vous voyez, vous pourrez le feuilleter après. Pour faire le lien au saké, par exemple, ça c'est une très très vieille gravure de la maison Kenbishi, que certains d'entre vous connaissent, mais qui n'est pas au salon cette année. Et donc, on les voit transporter ces fûts, etc. Et ils ont déjà des maikake qui ont l'air un peu en piteux état, mais ça existait déjà. Sachant que la maison Kenbishi, je crois qu'elle a 500 ans d'âge ou quelque chose comme ça, ça fait 500 ans que ça existe. Voilà, donc ça protégeait les épaules, ça protégeait le dos. La ceinture, elle est nouée au niveau du bassin, hein, c'est ça, donc pas à la taille, hein, mais au niveau des bassins pour protéger les lombaires. Donc ça ne paraît pas comme ça, mais c'est vraiment très... Venez vous asseoir si vous voulez. Il y a des places de libre, ne restez pas debout. Je vous en prie. Venez. Osez. Alors le maikake est quasiment inusable, on va dire. Il peut s'user au fil du temps, mais si on en prend soin, c'est très facile aussi à laver, etc. C'est très solide. Et là, vous avez un très vieux maikake. Et donc, au Japon, on considère même que plus les couleurs s'estompent, et plus il est beau. Donc en fait, en prenant de l'âge, c'est le concept du wabi-sabi et surtout du sabi, donc cette beauté que la patine, le temps et l'usage apportent aux choses au Japon. Alors pourquoi le thème du maikake et du saké? Alors le maikake a toujours été le tablier emblématique des maisons de saké, des fabricants de saké. Et de tous les employés donc de la Sakamura, c'est-à-dire la maison de saké. Je ne dis pas brasserie parce que c'est un terme qu'avec Sylvain Huette, le directeur du salon, on n'aime pas utiliser même si c'est utilisé en anglais, etc. Mais on dit plutôt maison de saké parce que c'est pas brassé de la même manière que la bière, la façon dont on l'entend en français. Donc chaque maison de saké avait son propre maikake avec son logo et aujourd'hui encore, hein, je ne parle pas qu'au passé. Bien sûr, je vais vous expliquer qu'aujourd'hui, il y a moins de maisons de saké, moins de maikake, mais
toutes les maisons de saké aujourd'hui ont leur maekake pour toute leur équipe. Et et c'est ainsi que quand ils posent, vous voyez, ça fait quand même, voilà, c'est un peu l'uniforme de, voilà, les employés font corps grâce à ce maekake. Alors, quel est l'autre rapport avec le maekake et le saké? Alors le saké, vous savez, fabriquer du saké, c'est presque un acte religieux, hein. Le saké, c'est la boisson des dieux. Ceux qui sont allés au Japon ont déjà vu à l'entrée des sanctuaires Shinto tous ces fûts de saké qui sont offerts par les maisons de saké, parfois en quantité assez impressionnante. Si vous connaissez le Meiji Jingu au centre de Tokyo, vous avez ces allées pleines de fûts magnifiques de saké. Donc les maisons de saké offrent du saké au sanctuaire Shinto ce sont des offrandes pour remercier bien sûr les dieux de leur bienveillance, mais aussi pour attirer leur protection en quelque sorte, et c'est toujours pratiqué. Il faut savoir aussi qu'entre le XIIe et le XVe siècle, le saké était fabriqué, élaboré au sein des sanctuaires qui disposaient même de rizières sacrées, etc. Donc il y a un lien très très fort, mais ça je crois que vous le savez, entre le saké et la religion Shinto. Donc c'est un peu, bon, nous aussi, les catholiques ont leur rituel aussi avec de l'alcool, hein. Il y a le vin de messe, mais au Japon, le saké c'est beaucoup plus important. Par exemple, tous les rites de passage, les mariages, s'accompagne d'un échange par exemple de coupes de saké entre les époux. Quand on construit une maison ou même une entreprise bâtit une usine, elle va faire venir le prêtre Shinto pour qu'il bénisse la terre avec du saké, pour que les dieux, pour remercier d'abord à la terre d'accueillir cette nouvelle maison, mais aussi pour que tout se passe bien dans la construction et les années après. Et d'ailleurs, comme petit exemple, à la dernière page de ce livre qui a été donc terminé assez récemment, vous avez une petite photo, alors là ça va être difficile à voir mais vous la verrez plus tard, donc du prêtre Shinto que Kazuhiro Nishimura a fait venir à sa boutique qui vient d'ouvrir à Shinjuku, donc elle a ouvert au mois de juillet, et il est venu faire bénir la boutique par un prêtre. Alors on voit les offrandes, bon, on ne voit pas le saké, mais je pense qu'il y avait certainement du saké quelque part. Voilà, donc il y a un lien aussi avec le religieux dans le maekake, parce que donc vous voyez que les lisières donc sur les côtés sont terminées, hein, ne peuvent pas s'effilocher. Alors ça c'est la raison technique, c'est que ça je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc les maekake sont tissés sur des métiers à tisser anciens à navette, ce qui permet de terminer les bords et que ça ne peut pas s'effilocher, hein. C'est exactement la largeur du métier. Et par contre, là, il y a toujours une frange, et ça, c'est un symbole religieux au Japon. Donc on ne termine pas le bas du maekake parce que ça a une signification. C'est cette frange qu'on appelle fusa en japonais. C'est celle qui évoque, si vous connaissez aussi dans les sanctuaires Shinto, on a des cordes avec souvent des papiers blancs, etc. Et donc qui délimitent en fait l'enceinte sacrée du sanctuaire Shinto et constitue un lien protecteur voilà, pour les personnes qui rentrent, et on protège le lieu sacré grâce à cette barrière. En fait, c'est un petit peu pareil avec cette frange. En tout cas, c'est la symbolique de cette frange. C'est un peu aussi comme on retrouve la symbolique aussi de la corde blanche tressée que portent les sumo lors de la cérémonie avant qu'ils ne s'affrontent. Donc cette histoire de frange, elle est très religieuse en fait, elle est très spirituelle, on va dire.
Et de même, vous remarquez que les ceintures du maïkake traditionnel sont toujours vermillon, c'est un rouge qui tire sur le orangé. Et ça aussi, c'est une couleur, tu me dis si tu veux rajouter, si je me trompe, tu me dis. Et donc, cette couleur, c'est celle aussi des torii en bois, donc qui délimite aussi l'enceinte sacrée donc, des temples, etc. Et donc, cette couleur est censée aussi porter chance et prospérité dans les affaires. C'est pour ça que maïkake est lié au commerce. Alors le maïkake a connu son apogée dans les années 60 au Japon. Pourquoi parce que c'est un tablier très malin en fait, parce qu'au départ c'était vraiment conçu comme le tablier pour protéger, et puis il y a quelqu'un un jour, je ne sais pas qui a eu l'idée, puisque c'était bleu, hein, donc teint avec de l'indigo, maintenant il y en a d'autres couleurs comme celui que porte Riley, mais traditionnellement tous les vêtements de travail étaient bleus au Japon parce que teints avec l'indigo qu'ils avaient sous la main et qui protège les insectes, etc. Et donc quelqu'un a eu l'idée, pourquoi pas mettre le logo ou le nom de l'entreprise, son numéro de téléphone, etc. Donc après la guerre, en fait, il y a eu un engouement pour le maïkake parce qu'il devenait aussi vecteur de publicité pour les entreprises qui l'utilisaient. De même, alors les producteurs de saké qui étaient encore assez nombreux à cette époque-là, et c'est vraiment le tablier des producteurs de saké. Et les producteurs de saké non seulement portaient le maïkake et le faisaient porter à leur équipe, mais aussi en ont fait un cadeau pour donner à leurs bons clients, et notamment au moment du Nouvel An, qui est très important au Japon. Et donc ils offraient des maïkake à leurs gros fournisseurs, clients, et par exemple des revendeurs de saké ou des izakaya, c'est-à-dire des restaurants où on boit du saké en mangeant, etc. Et donc en fait ce qui se passait, c'est que en fin d'année, à partir du mois d'octobre à peu près, il y avait les grands magasins aussi japonais avec des représentants qui allaient dans toutes les régions du Japon, qui allaient dans ces fabriques de saké et qui prenaient commande en fait en maïkake tous les ans, non seulement pour éventuellement renouveler les maïkake de l'équipe, mais aussi pour en commander beaucoup pour faire des cadeaux aux clients. Et donc, oui, j'ai oublié quand même de dire quelque chose de très important, c'est le lieu où sont faits, je suis désolée, en fait, il y a plusieurs endroits où les maïkake sont fabriqués au Japon, mais ceux qu'on vous présente aujourd'hui et ceux dont on parle dans le livre sont fabriqués donc à Toyohashi, c'est à peu près à 250 km au sud de Tokyo, c'est pas loin de Nagoya. Et donc dans cette ville de Toyohashi, il y avait une centaine d'ateliers, en fait qui fabriquaient des maïkake. Pas seulement des maïkake, mais une centaine fabriquaient des maïkake. C'est vraiment la ville, une des grandes villes de fabrication de maïkake. Donc en fait, les petits ateliers qui fabriquaient les maïkake ne passaient pas, les clients ne venaient pas passer commande directement. En fait, c'était des représentants des grands magasins japonais comme Takashi Maya ou Mitsukoshi qui passaient dans les régions, et les ateliers se groupaient aussi, avaient leurs propres représentants qui passaient dans tout le Japon. Et donc les commandes affluaient vers le mois d'octobre pour fournir tous ces maïkake à temps pour le Nouvel An et pour que ce soit arrivé, pour que ça arrive aussi chez les clients. Donc tous les ateliers travaillaient à plein régime à cette époque-là. Voilà, c'est... Donc je parle donc dans le livre aussi non seulement de Kazuhiro Nishimura qui est un entrepreneur qui a relancé la fabrication, mais aussi je parle de ces messieurs assez âgés qui eux ont connu l'époque fastueuse du maïkake et qui m'ont raconté aussi tout ça quand je suis allée les voir en mars. Donc les fabricants de saké représentaient une part très importante de la clientèle et du chiffre d'affaires des fabricants de maïkake. Mais hélas, comme vous le savez sans doute, à partir des années 70,
a commencé le déclin de la consommation du saké au Japon, pour de multiples raisons que je ne vais pas vous expliquer ici. Mais voilà, on va dire en gros que bon, déjà après la guerre, il y a eu l'introduction de d'autres boissons au Japon, notamment la bière, le whisky, d'autres alcools étrangers qui n'existaient pas avant. Avant, il n'y avait qu'un alcool, en gros, c'était le saké. Et donc qui était vraiment une boisson identitaire, la boisson nationale, qui l'est toujours, mais qui est beaucoup moins consommée aujourd'hui. Et donc, eh bien, en fait, dans les années 20, il y avait à peu près 10 000 maisons de saké, pour vous donner un ordre d'idée, au Japon. Et alors il y a eu la période de la guerre qui est un petit peu spéciale, mais dans les années 70, il y avait 3500 maisons de saké. 10 ans plus tard, il y en avait 2500, et aujourd'hui, on va dire que ça tourne autour de 1000, ce qui est vraiment très très peu. Pourquoi ? Parce que aussi le saké donc est considéré un peu comme la boisson des anciens au Japon. C'est pour ça qu'il y a un gros effort qui est fait pour actuellement, depuis déjà pas mal d'années, depuis on va dire 10 ans, une dizaine d'années, pour exporter le Japon et faire des adeptes à l'étranger, puisque le saké est beaucoup moins bu qu'autrefois. C'est la bière qui est le premier alcool consommé au Japon. Et le shochu aussi, qui est un autre alcool plus populaire. Et donc, en fait, eh bien, de cause à effet, le saké était moins consommé, les maisons de saké ont fermé, et du coup, il y avait moins de maïkake aussi à fabriquer, même si d'autres maisons de miso, shoyu, les artisans continuaient à commander des maïkake, mais ça a vraiment été une perte énorme. Et donc les ateliers de Toyohashi ont commencé à fermer les uns après les autres. Pour aussi vous donner un petit exemple, dans les années 60, il y avait 100 ateliers de fabrication de maïkake, et il n'y en a plus que 10 qui vivotent, dont un qui marche très bien, je vais vous en parler, mais voilà, c'est vraiment, c'était une perte aussi d'identité pour cette ville qui vivait autour de cette fabrication de tabliers. Donc grosso modo, le saké s'est ringardisé, et le maïkake aussi. Et le maïkake aussi commençait à ne plus être porté, même dans les entreprises, on considérait que c'était un truc ancien, etc. Alors c'est là que j'aborde la deuxième partie de cette intervention. Donc j'ai rencontré, grâce à Rie en l'an 2000, Kazuhiro Nishimura, alors lui, il n'est pas du tout né à Toyohashi, il est originaire de Hiroshima, il habite à Tokyo, il a fait une école de commerce, ses parents lui il souhaitait faire une école plutôt artistique, ses parents disent non, école de commerce, marketing. Il a travaillé dans l'agroalimentaire quelques années, ça le barbait vraiment beaucoup. Il cherchait quelque chose à faire. Bon, je ne vais pas aussi tout vous révéler, c'est dans le livre, mais il a eu un déclic à un moment donné. Et le maïkake, il n'y avait pratiquement plus de maïkake de fabriquer, même au Japon, même les quelques ateliers. Voilà, ça devenait très cher de fabriquer des maïkake de cette qualité. Donc, il y a, même à Paris, vous allez voir certains restaurants qui ont des maïkake qui sont pas très, voilà, qui font un peu chiffon, on va dire. Bon, il y a beaucoup de maïkake qui sont fabriqués en Asie ailleurs qu'au Japon aujourd'hui. Et lui s'est dit, mais c'est pas possible. On avait tout un savoir-faire autour de la fabrication de ce tablier qui est aussi un peu un symbole de notre pays, de nos activités artisanales, etc. Et donc, il s'est mis en tête un jour de chercher à relancer la fabrication du maïkake. Donc, il a tout lâché. Et il a commencé à se renseigner aussi, parce qu'il ne savait pas où c'était fait très bien, il ne savait pas non plus comment c'était fabriqué. Et ce fut donc un long parcours semé d'embûches, et il a découvert au cours donc de ce périple que dans cette enquête que finalement ce n'était plus possible. Même les quelques ateliers qui fabriquaient encore des maïkake à Toyohashi, en fait, fabriquer des tabliers de piètre qualité, parce qu'il est fabriqué sur des métiers plus récents, et qu'un métier à tisser, ou ce qu'on appelle plutôt aujourd'hui une machine à tisser, eh bien, ça ne permet pas de tisser des fils de coton aussi épais.
Et donc, même ce qui était fait au Japon n'était pas de très bonne qualité, à part 2 ou 3 endroits. Donc, il s'est renseigné et il a contacté des gens, des anciens, et qui lui ont dit mais on fabrique plus de maïkake parce que c'est plus possible, on trouve plus ce coton épais qui permettait de rendre le tablier très solide et tout en étant très doux, etc. Et puis surtout, c'est plus possible de fabriquer un tel tissu sur un métier à tisser, une machine à tisser contemporaine. C'est trop rapide et ça ne marche pas. Eh bien, il s'est mis en tête de trouver quand même le moyen de relancer la fabrication et il a rencontré un monsieur qui s'appelle Monsieur Haga, que je présente dans le livre. Je vais vous montrer. Alors, je ne vous ai pas montré de photo de Kazuhiro Nishimura. Je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'est lui. Bon, il n'est pas là parce que, hélas, il vient de repartir. Il a passé 15 jours en France récemment. Ça, c'est dans son atelier à Toyohashi. Et donc, il a rencontré un vieux monsieur qui s'appelle Monsieur Haga. Le voici. Bon, là, il est plus vieux. Hein. C'était une photo qui n'est pas très récente. Et Monsieur Haga allait mettre la clé sous la porte de son atelier. Et son atelier contenait 10 métiers à tisser plus que centenaires, hein, qui étaient destinés à partir à la casse. Et Kazuhiro donc l'a rencontré et lui a dit non, ne jetez rien, je vous rachète tout. Et donc ces métiers à tisser sont des métiers à tisser qui ont plus de 100 ans et qui ont été fabriqués par Toyota. Alors je ne sais pas si tout le monde sait ici que Toyota, en fait, comme Suzuki, avant de devenir donc, les entreprises qu'on connaît, premier constructeur mondial d'automobiles, constructeur de motos, etc. Il y avait un monsieur Toyota qui s'appelait monsieur Toyoda d'ailleurs à l'époque et un monsieur Suzuki et c'était des habitants de cette région d'Aichi et c'était des menuisiers plutôt pauvres et qui voyaient en fait leur mère trimer, parce que le Japon a été très longtemps fermé hein, jusqu'à la fin du 19e siècle aux influences étrangères, mais du coup, nous, on avait des machines, des métiers à tisser déjà très perfectionnés en Angleterre, en France, etc. Mais au Japon, il n'y avait pas. Donc, les femmes tissaient encore à la main. Et il faut savoir que tout ce qui était textile, c'était 75% quand même de l'activité économique du pays. Donc, mais ces deux messieurs, M. Suzuki et M. Toyota, n'en pouvaient plus de voir leur mère s'user et les femmes autour d'eux s'user avec ces métiers à tisser à main. Et tous les deux, alors M. Suzuki un petit peu plus tard, enfin quelques années plus tard, mais dans la même région, ils ont tous les deux inventé le premier métier à tisser mécanique au Japon. Donc ils ont d'abord fait leur fortune sur le métier à tisser. Alors, et ils ont développé, hein, donc je suis allée visiter, ça c'est un des premiers métiers à tisser, alors c'était en bois, hein, mais après ils ont perfectionné tout ça. Ça c'est Monsieur Toyota, le premier, le fondateur. Et donc ils ont, comment dire, voilà, c'était des inventeurs absolument incroyables, et donc ils ont inondé le Japon, et surtout Toyota a inondé le Japon de ces métiers à tisser. Évidemment qui ont été tout de suite adoptés, il les a perfectionnés, il a inventé des tas de moyens mécaniques pour protéger aussi, parce que c'était assez dangereux au départ, etc., les arrêts automatiques, enfin bref. Et donc, je vais parler surtout de Toyota que je connais mieux que Suzuki, mais donc il a fait fortune au début du XXe siècle avec les métiers à tisser. Et juste en parenthèse, pourquoi après il a fait des voitures? Parce que dès la deuxième génération, donc son fils a repris l'entreprise et donc ils sont passés, il s'appelait Toyota et c'est devenu Toyota, j'explique aussi pourquoi dans le livre. Et le père a dit, en bon japonais, a dit à son fils, mais oui, le textile c'est bien beau, ça marche incroyablement bien pour l'instant, mais qu'est-ce que ça va devenir à l'avenir? Et il a dit à son fils, faisons un tour d'Europe et des États-Unis et allons voir ce qui s'y passe. Et ils ont découvert qu'on commençait à construire des automobiles et qu'au Japon, il n'y avait pas de constructeur automobile. Ils ont dit, on a su faire des métiers à tisser, on va bien savoir faire des voitures et voilà. Ça, c'est la petite histoire.
Et pour vous dire aussi, c'est que Toyota, c'est assez peu connu, mais fabrique toujours des métiers à tisser. Enfin, c'est aujourd'hui des machines à tisser. Je crois que Pablo, tu as visité le musée, je te vois hocher la tête. Et très intéressant. Hein. Donc moi aussi, j'ai visité en fait à Nagoya, qui est le cœur, en fait, la ville où a été fondée Toyota. Il y a un énorme musée qui date des années 90, je crois, dans la première usine. C'est ça ? Ouais, dans les anciennes usines. Donc la moitié de l'ancienne usine est consacrée au musée sur l'histoire du métier à tisser. C'est énorme déjà. Et l'autre moitié est consacrée à l'histoire de l'automobile. J'ai pas eu le temps d'aller voir l'automobile, hélas, mais et le métier à tisser, j'ai pas eu le temps de tout voir tellement c'est énorme. Et donc voilà l'histoire un petit peu. Et donc aujourd'hui, c'est très peu connu, mais Toyota a toujours une branche qui construit des machines à tisser. Donc c'est plus des métiers à tisser, hein, c'est des machines énormes qui tissent à une vitesse phénoménale, tous les tissus très fins, etc. Mais Toyota est très 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 content qu'un certain Kazuhiro Nishimura, donc ait fondé la marque Anything et ait relancé la fabrication des maekake avec les machines d'origine qui ont plus de 100 ans. Donc il a acheté ces machines, il a fait construire un atelier ultra moderne, très contemporain, très écolo aussi, donc dans la banlieue de Toyohashi. Il a fait transporter les 10 machines qu'il a installées sous le regard de monsieur Haga qui n'en revenait pas, parce que lui il avait décidé que ses enfants ne reprendraient pas la suite et de toute façon il n'y avait pas personne ne voulait s'y coller. Et donc voilà, donc il y a 10 machines Toyota et Suzuki qui aujourd'hui fabriquent à un rythme élevé chaque jour, je ne sais plus combien de maekake. Donc ils ne font que tisser, bien sûr, hein, mais c'est déjà énorme. Mais à l'ancienne, il y a beaucoup de photos dans le livre, on voit avec les bobines, etc. Enfin, c'est quelque chose absolument. Tu n'es pas encore allé, mais bientôt, je crois. Oui. Ouais, tu peux aller. Voilà, c'est vraiment. Donc c'est un atelier où il y a. Alors c'est très joli parce que c'est très contemporain. En plus, il a trouvé ce terrain à côté de Toyohashi et il y a la ligne de train qui passe juste au-dessus. Donc on voit le Shinkansen à heure régulière qui passe comme si elle passait sur le toit. Bon, ça a dû être fait exprès, mais c'est absolument incroyable. Et après, quand on rentre dans cet atelier très beau, très, très design, on a toutes ces 10 machines extraordinaires qui fabriquent comme il y a 100 ans. Donc ces bandes de tissu pour maekake. Donc voilà, donc elles sont de couleur bien sûr de coton hein, quand elles quand elles sont après à la fin de la journée, donc ils prennent ils coupent les maekake, enfin ces bandes de tissu qui ont toutes la même taille. Et alors ça n'est pas terminé parce qu'après évidemment Kazuhiro lui ne fait que tisser les maekake, mais après ils doivent être teints, il faut faire la ceinture. Et après, ils doivent être sérigraphiés. Alors, donc, quand je suis allée au mois de mars, j'avais demandé à voir aussi les autres corps de métier, parce que ça, c'est très intéressant, et on entre dans le monde de l'artisanat au japonais, c'est absolument fabuleux. Donc, en tout cas, tous les maekake que vous trouverez en France, et la plupart des maekake qui sont fabriqués par la société Anything, ils sont teints à Tokyo. Il n'y a plus que 5 ateliers de teinture à Tokyo, ce qui est terrible. Et donc là c'est un atelier qui est encore tout à fait dans son jus, c'est très étonnant, c'est du côté, pour ceux qui connaissent, de la gare de Ueno. Là c'est une photo que j'ai prise donc avec le directeur de l'atelier et Kazuhiro, enfin bon c'est tout sombre et à ma grande surprise cet atelier donc qui existe depuis déjà 2-3 générations teint aussi les vêtements de chez Issey Miyake quand même. Donc vous avez là, il ne fallait pas prendre de photos. Et donc, il a accepté, parce qu'il a trouvé l'idée originale. Quand Kazuhiro est venu lui demander s'il pouvait teindre ses maekake, il a dit oh, super, c'est très intéressant, relancer le maekake. Mais à côté de ça, ils font aussi la haute couture, etc. Après, donc, la plupart des... Tout est fait main, tout est fait complètement main. Les ceintures sont fabriquées du côté de Hiroshima, mais je crois qu'il y a plusieurs ateliers faits par des artisans. Et alors la dernière étape, c'est donc la sérigraphie. Donc autrefois, par exemple, c'était pas du tout. Aujourd'hui, alors tout est fait à la main. C'est pas des machines qui
qui font les. Alors parfois c'est ouais, c'est carrément recto verso. Oui. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Alors ça c'est, je vous ai apporté deux tabliers Maikake collector. Alors là vous avez celui que vous ne pouvez acheter que chez Toyota. Donc il faudra se déplacer au musée Toyota. Donc Toyota a fait faire à Kazuhiro Nishimura, évidemment trop heureux, son Maikake pour voilà, qu'ils utilisent, que certains employés utilisent dans des réceptions, je ne sais quoi. Et donc d'un côté vous avez le métier à tisser. Et de l'autre côté, vous avez la voiture. Voilà. Et donc, cela, c'est vente exclusive au musée Toyota à Nagoya. Et là, vous avez celui qu'on nous envie beaucoup, c'est celui-ci qui ne peut pas être vendu aussi en France, qui est le Maikake du studio Ghibli. Voilà, parce que Kazuhiro Nishimura avait ses bureaux, à une époque c'est plus le cas, juste en dessous du bureau de Miyazaki quand même. D'accord. Et donc ils sont devenus amis et Miyazaki a demandé, vous pouvez pas me faire un petit Maikake? Et donc chaque symbole, je pense que ça a été fait en coopération avec le studio Ghibli, représente un film. Donc je ne saurais pas vous dire toute la symbolique, mais celui-ci c'est pareil, on ne peut l'acheter que si on va dans les studios Ghibli. Voilà, donc je vais vous parler de la sérigraphie, qui est quand même l'étape très très importante. Alors autrefois, c'était fait à la méthode japonaise, comme on teint, comme on imprime le tissu, aussi les kimonos. Alors c'était fait avec ce qu'on appelle un katagami. Donc ça c'est juste un modèle, c'est des feuilles c'est du papier washi, en fait, papier japonais, qui est traité sur le long terme, notamment avec c'est pour ça d'où la couleur avec du kaki, parce que le kaki est très utilisé dans beaucoup d'artisanat parce que ça rend les choses imputrescibles en fait. Donc c'est du papier qui est traité sur des mois, etc. Avec des procédés très très longs et très techniques et qui permettent de rendre ce papier washi très 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 solide. Donc les ateliers qui imprimaient les Maikake, je dis au passé parce que ça n'existe pratiquement plus, commandaient ces grandes feuilles de papier washi qui venaient de la région de Ise et découpaient à la main les motifs avec une sorte de scalpel et de ciseaux, tous les motifs, tous les kanji, les idéogrammes, etc., en fonction du client, dans ce papier très très solide. En plus, c'est dommage que j'ai oublié de vous en apporter. Bon, pour les kimonos, ça donnait ça, hein, donc c'était des heures de travail. Voilà, pour les Maikake, c'était quand même un petit peu moins compliqué. Et là, c'est les mains de Monsieur Sugie, 92 ans, que j'ai pris en photo, qui est en train de me faire une petite démonstration au mois de mars. Donc lui il a la technique pour évidemment savoir encore découper le papier, sauf que ça prend tellement de temps et qu'il y a plus grand monde qui sait faire ce travail. Et donc aujourd'hui, donc Monsieur Sugie qui a 92 ans, alors là ça c'est une bonne nouvelle, son fils est en train de reprendre la suite, et donc ils ont des cadres de sérigraphie, mais quand même chaque Maikake est imprimé un par un, encore aujourd'hui. Ça c'est le Maikake absolument magnifique de Toyohashi, qui nécessite aussi beaucoup de travail. Voilà, donc voilà, à travers ce livre, en fait, Kazuhiro Nishimura m'a demandé avait l'idée d'avoir un livre. Alors j'étais très étonnée au début, pourquoi en France et pourquoi je regarde ma montre, c'est bon, on est dans le temps. Pourquoi pas au Japon? Apparemment, il n'y a pas de livre sur les Maikake au Japon. Mais il faut savoir que Kazuhiro, c'est 20 ans d'entreprise, depuis qu'il a créé son entreprise. Au début, vous verrez aussi cela dans le livre, il s'est dit, bon, d'accord, relancer le Maikake, mais pour qui? Si ça ne se vend pas, si plus personne au Japon
ne veulent acheter, bon, bah, c'est un peu comme le saké, on va aller voir. On va aller voir à l'étranger s'ils sont tentés. Je recherche la super photo. Et donc la première sortie qu'il a fait, alors c'était en quelle année? En 2009. Il a emmené donc Monsieur Souguier que vous avez vu, Monsieur Haga qui lui avait vendu les métiers à tisser. Il les a emmenés à New York. Ils se sont inscrits dans un salon et donc ils sont partis. C'est vraiment une aventure absolument incroyable. Donc Kazuhiro est ici, tu es tout jeune. Et donc ils sont allés 2-3 années de suite à New York, mais ça n'a pas tellement pris. Donc ils étaient très déçus. Après ils sont allés à Londres, on va toujours vers les pays anglo-saxons d'abord. Bon, Londres c'est un peu mieux mais pas terrible. Et il s'est dit, bon, si j'arrive pas à vendre à l'étranger, parce qu'en fait le principe, comme beaucoup d'entre vous le savent, c'est au Japon, quand on veut relancer quelque chose ou lancer un produit, on va le tester à l'étranger. Si ça marche, ça fait de la pub. Et après les Japonais disent, ça marche en Europe, ça marche aux États-Unis, ça va marcher. Donc après, ça, voilà. Donc il avait aussi cette technique qui finalement s'est révélée la bonne. Et donc il a décidé au final de se renseigner. Il s'est dit, bon, l'Angleterre, bon, peut-être on va aller voir un peu plus au sud, la France. Et il s'est fait conseiller par le GETRO, qui est le grand organisme qui s'occupe des entreprises japonaises en France, etc. Et il a demandé conseil. Ils ont dit, vous devriez aller voir quelqu'un qui aime beaucoup le Japon, qui a de très bons conseils pour que les entreprises pour savoir comment une entreprise japonaise peut fructifier ou exporter ses produits en France. Et donc il est allé frapper à la porte de Jean-Luc Colonna d'Istria, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est le cofondateur du concept store Merci à Paris. Donc c'est quelqu'un de très connu dans le monde du design, de la mode et tout ça. Et Jean-Luc Colonna lui a tout de suite dit, mais c'est formidable comme produit, venez à Paris, venez à Maison et Objets, et par contre vous enlevez toutes les fioritures japonaises, etc. Vous présentez vos maikake, tu sais, puisque tu as été du début de l'aventure, sur des choses très, très sobres, etc. Et minimaliste, comment? De façon minimaliste. Minimaliste, voilà, pour faire ressortir le produit. Et puis voilà, donc je sais pas, tu peux dire un petit peu ton expérience des premiers salons et comment ça a tellement bien marché. Je suis venue pour le deuxième salon. Ah d'accord. Oui. Et donc voilà, Monsieur Jean-Luc lui a conseillé, il ne faut pas mettre japaniser plomb parce que c'est pas bien. Donc juste maikake. Et donc le stand était vraiment assez minimaliste. Et les clients ont commencé... Oui. On a eu beaucoup de clients en concept store. Et voilà. Et donc, voilà, et ça a tellement bien marché dès la première fois qu'il est revenu, puisque le salon Maison Objet, c'est 2 fois par an, en janvier et en septembre. Et depuis l'an 2000, il vient 2 fois par an. C'est pour ça qu'il était là début septembre, aussi pour la sortie du livre et le salon. Voilà. Et là, on a mis à la fin des tas de photos de personnes, voilà, d'entreprises, de petits ateliers qui ont, alors ça c'est en France, qui portent le maikake anything. Là je crois qu'en septembre vous avez eu aussi beaucoup de succès, il y a même eu un pop-up star dans le Marais. Et voilà, mais bon, c'est à Maison Objet, les clients viennent de partout dans le monde, c'est le plus gros salon de ce type, c'est connu à l'international. Donc en fait, maintenant, il y a des maikake dans des tas de pays de sa marque et les gens lui renvoient des photos. Donc on a mis plein de photos à la fin du livre. Et voilà un peu cette aventure qui, je trouve, un modèle peut-être un peu rare au Japon, mais de plus en plus des gens qui n'aimaient pas forcément leur métier, mais c'est aussi le cas en France, décident de tout lâcher pour s'engouffrer dans quelque chose, un artisanat ou voilà, quelque chose qu'ils aiment faire. Et en tout cas, pour ce qui est du maikake et de la marque Buy Anything, ça marche très très bien. Et d'où l'idée de faire l'idée de faire ce livre, non pas au Japon, mais d'abord en France. Donc le livre est bilingue, français-anglais, pour que puisse aussi, tout le monde ne parle pas français.
il y a une partie du livre qui est partie au Japon. On espère qu'il y aura une édition japonaise un de ces jours. Et voilà, et je crois que tu voulais me dire quelque chose sur parce qu'aujourd'hui le maikake n'est plus très connu au Japon, mais il y a un petit dessin animé dont tu m'as parlé qui permet que... Vas-y, je te laisse... Ben, Sophie m'a demandé, est-ce que tu as un petit souvenir par rapport à maikake? Voilà. Il y a un dessin animé national, on peut dire, qui s'appelle Sazae-san. Ce manga a été publié en des années 40 et puis le dessin animé a commencé en 1969. Donc on voit toute la famille dimanche, on voit ce dessin animé en famille parce que ça c'est l'histoire d'une famille très ordinaire. Il y a grand-père, grand-mère, papa, maman et puis les enfants. Et il y a un monsieur de magasin de saké et sauce de soja qui vient de temps en temps chez eux avec son maikake, toujours. Et demande, et il fait la livraison et puis il fait la prise de commande. Donc ce personnage très connu, même ce dessin animé continue aujourd'hui et on voit toujours ce personnage dans le dessin animé. Voilà, et puis donc je voulais vous dire aussi que c'était quand même très bien que Kazuhiro fasse une école de commerce, hein, parce qu'il est très très bon en marketing comme vous avez pu le constater. Et en plus de ça, il a vraiment créé un packaging hyper original. Donc on retrouve sur chaque paquet le maikake et ça fait un très joli cadeau à offrir. Et voilà, donc ces études de commerce ont quand même été un très bon début. Voilà, alors par contre, la petite déception pour nous aujourd'hui, c'est que normalement on devait avoir sur le salon une centaine de livres et il y a eu une erreur d'aiguillage. Donc cette centaine de livres est partie en Bretagne. Nous l'avons appris à 2h du matin, donc impossible de faire venir. Voilà, donc on a juste très très peu d'exemplaires à notre disposition. Donc si vous visitez le salon, il y a un stand maikake par contre que vous avez peut-être vu, où vous pouvez vous offrir un maikake ou offrir un maikake. Il y a quelques livres à vos dispositions, je serai là-bas tout à l'heure. Oui, sinon oui. Oui, bon. Et vous pouvez commander par QR code. Oui. On fait donc la livraison. Voilà. Oui, vu ce petit souci, le Kazuhiro Ishimura offrira les frais de livraison. Voilà. Si vous voulez le commander, sinon à partir du 4 octobre, vous pouvez tout à fait le commander en librairie en France. Il sera disponible, il y aura peut-être d'autres petits événements, mais désolé pour ce petit contretemps. Et je ne sais pas si vous avez quelques questions à poser avant qu'on nous chasse. Oui. Tout à l'heure, vous parliez de la longueur des okake. Et il y en a, vous avez dit qu'ils les mettaient au-dessus de leur épaule. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des versions qui étaient plus longues. Oui, la largeur est toujours la même et la longueur peut être un peu. D'ailleurs, Kazuhiro on fait des, enfin on peut varier la longueur. Ça d'accord. Aussi mais la largeur reste la même. Oui. C'est comme pour les kimonos, hein. C'est la même largeur c'est toujours cette largeur de tissu qui constitue la base de beaucoup de. C'était varié par le corps de métier en fait, au niveau de la longueur. Oui, après, si on n'est pas bien grand, on rabat son maikake, oui. Ça marche. Bon, Rie est très grande, hein, donc elle peut pas le faire. Mais je pense que c'était les Japonais n'étant pas très très grands autrefois, c'était facile de mettre son maikake sur l'épaule en fait. Yeah. Voilà. Pas d'autres questions? Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne...